BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. Frédéric Simotel. Bonsoir et bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. On est ensemble jusqu'à 21h et oui, on finit cette semaine avec beaucoup encore d'actualités. On va démarrer avec les résultats records pour Nvidia, résultats stratosphériques. Beaucoup de choses à dire. On a échappé à la bulle ou pas. On va en reparler avec nos experts. On reviendra aussi sur Google qui cette semaine a annoncé son Gemini 3, son IA qui va concurrencer, qui concurrence déjà celle d'OpenAI, celle de Mistral, celle d'Anthropic. Et puis vous verrez en deuxième partie d'émission, on parlera de drones avec la société Rift, qui vient de lever un peu moins de 5 millions d'euros. Une solution, drone, station, logiciel aussi. Vous allez voir pour surveiller nos lignes électriques. Enfin, il y a pas mal de choses autour de tout cela. Allez, on est ensemble pendant 1h30 jusqu'à 21h. On va parler tech et vous allez voir, et intelligence artificielle. Restez avec nous, Tech & Co, la quotidienne. C'est parti. Tech & Co, la quotidienne. Le débrief de la tech. Voilà, un débrief de la tech, un débrief de la tech et de l'IA, parce qu'on score ce soir, on aura ce sujet, va tenir le haut du pavé, notamment avec les résultats records, même stratosphériques de Nvidia, des bénéfices de 32 milliards, bénéfices trimestriels, en hausse de 65%. Et oui, il y a plusieurs raisons à cela. On va en parler avec nos débriefeurs. On parlera également de Google avec Gemini 3. On reviendra sur les rumeurs autour du départ de Tim Cook, parce que là aussi il se passe des choses. Et puis c'était aujourd'hui la journée de OVH Cloud et on avait, vous allez voir, l'un de nos experts qui était là-bas, qui va nous parler un peu de ce qu'a annoncé Octave Klaba, le fondateur qui a repris les rênes de son entreprise. Allez, je vous présente tout de suite nos experts ce soir. Michel Lévy-Provençal, prospectiviste, fondateur de TEDx Paris. 10 février, la prochaine date? Oui, 10 février 2026, au Grand Rex. Voilà, et directeur de l'agence Brightness. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci Frédéric. d'être avec nous. Avec nous également Jérôme Marin. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Frédéric. Fondateur de cafetech.com. FR. Cafetech.fr. Ah oui, important. Et puis d'ailleurs, on en parlera aussi un soir parce qu'en septembre 2026, il y a une date importante, c'est l'ouverture pour faire passer les extensions de sa propre marque. Donc un point Jérôme Marin. Voilà, c'est le moment de le valider. Et puis on saluera au passage une jeune Olivia Rose Marin, voilà, qui est en régie et qui est venue soutenir son père. Et puis vous étiez peut-être là il y a 15 jours, on a vu des problèmes de connexion avec Bruno Guglielminetti, et il est à Québec, vous savez, il vient chaque semaine nous rendre visite. Et bien là, on s'est dit, allez, il faut qu'il vienne. Il est avec nous ce soir. Bruno, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Merci d'être avec nous. Bruno Guglielminetti, journaliste animateur de mon carnet de l'actualité numérique, qui reprend déjà pas mal de choses, et notamment des sujets. Alors c'est beaucoup plus entreprise, mais toutes les annonces Ignite de Microsoft, dont on parlera certainement dans beaucoup de choses. Et tu me permets de m'excuser pour avoir amené un peu de neige du Québec? Voilà, et je peux vous dire qu'on a un peu plaisanté sur la météo, parce que nous, on s'affole pour 10 cm de neige. Vous imaginez que Bruno, qui vit à Toronto, voilà. Je souris. Tu souris. Ouais. En tout cas, merci d'être avec nous. Messieurs, on démarre avec... hier soir, c'était à Wall Street, tous les yeux de la planète, alors pas seulement technologique, planète économique, étaient rivés sur une entreprise, Nvidia, devenu un baromètre de la tech et de l'économie en général. Le géant des semi-conducteurs a rassuré des trimestriels stratosphériques, bénéfices nets en hausse de 65%, 32 milliards, chiffre d'affaires 57 milliards, on parle du trimestre. Et surtout, a écouté le patron de l'entreprise, Jensen Huang, la bulle IA n'existe pas. Voilà ce qu'en dit Anthony Morel. Cette petite phrase de Jensen Huang, on parle beaucoup de bulle IA, de là où nous sommes, nous voyons les choses très différemment. Alors je ne sais pas si ça va rassurer tous ceux qui craignent une sorte de surchauffe du système. Et c'est vrai que Jensen Huang, il a tout intérêt à tenir ce genre de discours. Oui. Mais quand on regarde ces résultats, force est de constater que cette croissance effrénée de l'intelligence artificielle, elle s'appuie quand même sur du concret, sur des éléments tangibles. La demande en puissance de calcul, elle est là, très clairement, et ça se traduit par des ventes incroyables de GPU. Les GPU, c'est les muscles de l'intelligence artificielle, c'est ce qui sert à entraîner, à faire tourner les modèles. Quand on regarde Blackwell, par exemple, qui est le best-seller de Nvidia, c'est la puce de dernière génération, eh bien, les ventes sont off the charts. Je reprends les mots du communiqué, donc hors norme, c'est vraiment ça. Donc ces puces qui sont quand même vendues $40 000 pièce, il faut le rappeler. Les GPU pour le cloud, ils ont
Tous été vendus et surtout quand on se projette, parce que c'est ça qui est intéressant, ça ne va pas s'arrêter puisque les projections sur le trimestre en cours, c'est une croissance du chiffre d'affaires de 65%. Jensen Huang mise beaucoup sur les grandes tendances à venir de l'intelligence artificielle, l'agentique, avec là encore de la puissance de calcul qui est encore plus importante que pour l'IA générative classique, si l'on peut dire, et puis ce qu'il appelle l'IA physique, c'est-à-dire les robots. Là, c'est la prochaine grande révolution et là aussi, il va y avoir une demande en GPU qui est absolument évidente. Donc voilà, Nvidia, c'est aujourd'hui le principal fournisseur du carburant de l'innovation, si l'on peut dire. Alors, les résultats sont stellaires, c'est vrai, ça ne dissipe pas toutes les inquiétudes non plus, notamment sur ces investissements circulaires. On a beaucoup parlé de tous ces grands groupes technologiques. Endogamie. C'est ça, il y a une endogamie, ce circuit fermé, donc ça, on n'a pas encore toutes les réponses là-dessus. Et puis, Nvidia, c'est aussi sa capacité à rester leader dans son secteur. Il y a la concurrence qui arrive très fort, AMD, on a Google qui développe ses propres puces pour entraîner ses modèles. On voit que tout le monde essaye aussi de couper un petit peu le cordon avec cet acteur qui est devenu omniprésent. Michel Lévy-Provençal, donc on l'a dit, les demandes en IA générative, l'effet rush des data centers, cette archi-domination pour tout ce qui est IA, ils occupent 80-90% du marché, à la fois matériel et logiciel, avec leur logiciel CUDA. Quel est ton regard justement sur ça ? C'est vrai que ces dernières semaines, on a entendu beaucoup de choses autour de cette bulle qui pourrait exploser. D'ailleurs, les cours ont été un peu chahutés, on a eu beaucoup d'acteurs qui se sont mobilisés sur ce sujet-là, et là, coup de tonnerre. Hier, effectivement, le carnet de commandes est plein chez Nvidia jusqu'en 2027. En fait, ils ont réussi un coup assez extraordinaire. C'est que Nvidia, aujourd'hui, un peu comme au 19e siècle, on commençait la révolution avec les trains. Là, c'est l'équivalent de poser les rails pour le chemin de fer du 19e siècle, à part qu'on pose des GPU. Et c'est une cash machine. Parce que même si aujourd'hui, la plupart des acteurs ne sont pas rentables sur les services finaux aux utilisateurs, je rappelle quand même qu'on parle de 500 milliards de dollars d'investissement à horizon 2030. Aujourd'hui, en moyenne, en fait, les startups et les entreprises et les grandes entreprises qui font de l'IA rassemblent au total 50 milliards de chiffre d'affaires par an en moyenne. Donc l'écart, il est monumental. Donc là, ils ont réussi, Nvidia, parce que ce sont des vendeurs de pelles, à valoriser, à créer une sorte de taxe sur le futur. C'est comme une taxe sur le futur, en fait, Nvidia. C'est assez extraordinaire. Après, qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent ? On pourra y revenir, mais il y a plusieurs choses qui vont se passer. D'abord, il y a une autre stratégie en Chine, notamment, qui est beaucoup plus frugale, où ils dépensent beaucoup moins pour l'IA, et pourtant, ils arrivent à avoir des résultats conséquents. Il y a des alternatives à Nvidia, je pense au TPU de Google. Donc, ce n'est pas encore complètement terminé, cette affaire. Non, et puis, alors peut-être ce que nous a dit Jensen Huang aussi, c'est qu'il vise beaucoup la diversité dans la santé, la robotique, les jumeaux numériques, la voiture. Donc, c'est là où il voit aussi de nouvelles débouchés pour ses puces. Jérôme Marin. Non, alors forcément, les résultats, ils sont très bons, on le sait. Ce n'est pas une surprise. Je pense qu'il n'y a personne... on savait que la demande pour les GPU, elle était là parce qu'on voit que les boîtes, que ce soit Meta, que ce soit Google, que ce soit OpenAI, investissent des centaines de milliards par an pour ces puces. Moi, là où les résultats d'NVIDIA d'hier ne répondent pas, la question à laquelle ils ne répondent pas, c'est ce qui va se passer plus tard, en fait. Aujourd'hui, on sait, pour ce trimestre, c'est très bien. Pour le trimestre qui arrive, c'est très bien. Pour 2026, certainement, ça sera très bien. Mais après 2026, qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'on a tellement d'investissements, tellement de sommes qui sont folles, qui sont dépensées, pour des retours, comme tu le disais, qui sont encore à prouver, à démontrer qu'il y a un écart en fait entre les investissements d'un côté, les recettes qui sont générées, et donc si on n'arrive pas à générer assez de recettes, qu'est-ce qui va devenir ? Est-ce qu'on va continuer à acheter des GPU qui en plus durent 3 ans, 4 ans, et au bout de 4 ans, ils commencent à être moins performants par rapport à... Et surtout, on est en train de dire qu'on va arriver à un seuil des LLM, de ces puces, et que finalement, les puces dont on aura besoin pour l'entraînement vont ressembler de plus en plus à celles dont on aura besoin pour l'inférence. Donc voilà, il va y avoir un peu ce rattrapage, peut-être. Enfin, c'est ce que certains imaginent. Bruno. Ce qui est surprenant des résultats qui ont été publiés hier soir, c'est de voir le non-impact de tout ce qui se passe, justement, puis on le mentionnait, en Chine. C'est fascinant là, parce qu'ils se sont fait fermer les portes à plusieurs endroits. Plus récemment, c'est le gouvernement chinois qui disait tout ce qui est Nvidia, ça reste dehors pour le service public, ce qui est quand même une grande part de marché. Alors, et puis quand on regarde les chiffres d'hier, mais c'est comme de l'eau qui coule sur le dos d'un canard. Alors que rappelons-nous quand DeepSeek a sorti son modèle,
Nvidia avait perdu Exactement. je ne sais plus combien de Et pourcents c'est dans ça. l'année blanche. Mais la décision chinoise, qui est quand même un grand marché, de ne pas faire appel à Nvidia, c'est comme justement, ils sont dans le changement et dans l'exploitation beaucoup plus large que uniquement des centres de données. Elle est où la limite aujourd'hui? Est-ce que c'est la capacité de production? Est-ce que je me souviens que Jensen Huang, on lui avait posé la question au CES l'année dernière, enfin pas moi, mais quelqu'un lui avait posé la question. Il dit moi mes craintes c'est de ne pas pouvoir assez produire pour mes clients, c'est l'empreinte, enfin la consommation énergétique, de ne pas avoir assez d'énergie pour tout ça. Et puis mettait une petite crainte derrière aussi, c'était les l'IA un peu trop puissantes, un peu trop intelligentes. Ça c'est un discours un peu, je dirais, ça va dans son sens. Ouais, c'est l'entretien d'embauche. C'est l'entretien d'embauche. On dit donnez-moi vos défauts. Je suis têtu, je suis pugnace. Je suis pugnace. Bon, bref. Mais la réalité, c'est que un des vrais dangers pour Nvidia, c'est que on arrive à atteindre des niveaux, des capacités d'IA équivalentes sans les puces Nvidia. Et c'est ce qu'est en train de faire en fait la Chine. Là, je rentre de Chine d'un voyage en Asie, un voyage d'affaires où j'ai rencontré pas mal d'acteurs qui m'expliquaient, et j'étais assez frappé. Ça m'a remis un peu en question aussi ma perception de notre stratégie française, par exemple avec Mistral. L'idée est la suivante en Chine, c'est de dire on ne va pas investir des centaines de milliards comme le font les Américains pour développer l'IA la plus performante. On va peut-être investir 20% de ce qu'ils investissent, mais on va atteindre 80% des résultats et 80% des capacités de l'IA. Parce qu'ils visent une sorte de commoditisation de l'IA. Ils pensent qu'à un moment donné, il va y avoir une sorte d'asymptote. Tout le monde va atteindre un certain niveau. Exactement. Et donc, on n'aura plus besoin de ces investissements massifs. Et d'une certaine manière, c'est aussi le pari de Mistral. Ils n'ont pas autant de moyens qu'OpenAI. Et pourtant, ils arrivent à atteindre peut-être 80% des capacités. Et à un moment donné, on n'aura besoin que de ces 80%. Et donc là, si ce moment arrive, alors je ne sais pas quand, mais il va arriver, la commoditisation, on l'a déjà vécu sur d'autres applications sur Internet, eh bien Nvidia va être mal. Est-ce que, vous deux, parce que Jérôme a habité quelques années aux États-Unis, il y a un effet Trump aussi dans toutes ces dépenses. Est-ce que si ce n'était pas Donald Trump, il y aurait autant de dizaines, de centaines de milliards à Je ne suis pas sûr. Après, il y a un effet Trump sur les annonces, la façon dont on fait les annonces. On va à la Maison-Blanche, si on fait des gros effets d'annonce. Ça, c'est le côté Trump aussi. Non, ne me parlez pas de 20 milliards, parlez-moi de 200. Et hop, mais après, je ne sais pas, parce que quand on voit, par exemple, OpenAI a dit qu'ils allaient investir 1400 milliards jusqu'en 2000, c'était pendant 8 ans, donc en 2033 à peu près. Là, c'est pas Trump, en fait. C'est juste parce qu'ils ont signé des accords et parce que Sam Altman a une vision tellement folle de l'IA qui veut tout faire. Donc, je ne sais pas s'il y a un effet Trump. Et juste, je voudrais rebondir sur un point que tu mentionnais tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut bloquer Nvidia? Donc, à court terme, c'est la capacité à faire des puces. Ils le disent, ils sont dépendants de TSMC. Si TSMC ne peut pas produire des puces pour Nvidia, eh bien, le chiffre d'affaires, il ne peut pas augmenter autant. Donc ça, c'est à court terme. À long terme, je suis d'accord avec toi, il y a deux menaces. La première, c'est qu'on n'a pas besoin de puissance de calcul, comme tu l'as mentionné, autant qu'aujourd'hui. Là, je me nuancerai un peu parce que tout le monde est tellement dans le système que tout le monde a intérêt en fait que le système continue à marcher et tout le monde a intérêt à continuer à dépenser, donc ça va durer encore un peu même si on n'a pas besoin. Nvidia investit dans OpenAI qui achète des ressources chez Oracle, qui achète Microsoft et tout le monde a intérêt parce que sinon ça se casse la figure. Et c'est les mêmes actionnaires et tout en haut c'est les mêmes actionnaires. On trouve et juste le deuxième point qui peut, à mon avis, c'est le fait que il y a des puces, alors c'est vraiment la grosse crainte de Jensen Huang, c'est qu'il y ait des puces chinoises qui arrivent. Comme les Chinois n'ont pas accès aux puces d'NVIDIA, ils développent leurs propres puces, alors qui sont différentes, qui sont moins puissantes aujourd'hui, mais qui peuvent être performantes, qui permettent d'entraîner des modèles en Chine. Et leur crainte, c'est que ces puces-là deviennent assez performantes, moins chères que les puces NVIDIA et qui puissent être vendues même en Europe, en Asie, puis ailleurs. On a vite oublié cet effet Spoutnik, comme on disait, cet effet DeepSeek d'il y a 18 mois. Mais où je ne partage pas le point de vue de Jérôme, c'est sur le fait, c'est l'impact Trump. Moi, en ce qui me concerne, dans la lecture de toutes ces annonces-là, il y a énormément de pressions qui sont faites pour plaire à la présidence américaine, si ce n'est que, à un moment donné, quand Mark Zuckerberg était assis à côté de Donald Trump dans un fameux banquet pour annoncer l'extension, et j'ai dit 600 milliards. Est-ce que c'était le bon chiffre que je devais dire? Ils sont là pour plaire au roi et les annonces. Mais mettez un autre président, là, et c'est sûr qu'il n'y aurait pas autant de centaines de milliards aux États-Unis. Ailleurs dans le monde, c'est une question. Je pense qu'elle ne serait pas annoncée de la même manière, ça c'est sûr. Et probablement plus à long terme. Et là, mais après, il y a, comme je dis, en fait, comme il y a OpenAI qui investit tellement,
finalement, tout le monde est obligé d'investir, Oui. en fait, parce que sinon, on a l'impression qu'ils sont à la ramasse. Et donc, moi, je vais mettre 600, moi, je vais mettre 200, et puis ils sont tous obligés. C'est une fuite en avant un peu. Mais justement, je pense que OpenAI investirait moins si c'était une autre présidence. C'est possible, je sais. C'est Allez. la pression là-dessus, là, est formidable. Passons à un autre acteur important sur l'IA, c'est Google, hein, qui cette semaine a sorti Gemini 3. Alors vous avez peut-être déjà lu plusieurs infos, mais j'aimerais bien avoir votre avis dessus. Alors, c'est présenté comme plus performante que tous ses concurrents, à commencer par ChatGPT. Alors facile à dire, mais est-ce que c'est vrai? On retrouve ce qu'en dit Anthony Morel. C'est ce qu'en pensent les tests qui sont réalisés, parce que c'est ça qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a la com et le marketing de tous les géants de la tech qui disent mon IA c'est la meilleure, et puis il y a les tests standardisés qu'on fait passer à ces modèles, et quand on regarde ça, eh bien force est de constater que oui, Gemini 3, donc l'IA présentée hier soir par Google, est l'intelligence artificielle générative la plus performante du monde aujourd'hui. Peut-être que ça changera dans 15 jours, on aura une nouvelle version de ChatGPT, de Mistral, de Claude, mais aujourd'hui c'est ChatGPT, c'est Gemini 3, et ce, sur, j'allais dire, un certain nombre d'indicateurs où elle explose la concurrence. Je vous donne quelques exemples: le raisonnement académique, la résolution de problèmes mathématiques complexes, la compréhension et l'analyse d'images, ou encore le développement informatique. Il est aussi très fort, ce modèle, pour comprendre l'intention et le contexte derrière une question. C'est-à-dire que plutôt que de poser 2, 3, 4 prompts pour affiner la réponse, il va comprendre immédiatement ce qu'on veut et il va vous faire une réponse qui va être très très précise. Ça, c'est assez intéressant. Là où il est très fort aussi, c'est sur l'analyse de l'environnement. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez lui faire filmer votre match de tennis, il va analyser vos forces, vos faiblesses, vous faire un plan d'entraînement personnalisé, ça c'est quand même pas mal. Aussi très fort dans ce qu'on appelle le vibe coding. Le vibe coding, c'est quand on demande à l'intelligence artificielle de réaliser une application, un jeu vidéo, sans avoir besoin de coder. En fait, l'IA va coder sous vos yeux une application. Alors les autres IA peuvent le faire aussi, mais Gemini est particulièrement performant. Quand on lui demande de faire un jeu, par exemple, eh bien, il va se concevoir sous nos yeux. Ça, c'est assez impressionnant également. Et puis le dernier point, c'est sur la partie agentique, c'est-à-dire le fait de demander à l'IA de réaliser des tâches dans la vie réelle. Alors là, il y a un test standardisé qui est assez marrant, c'est on donne aux IA à gérer une entreprise virtuelle. Bon, on voit laquelle va générer le plus de profit à la fin de l'année en fait. Et là encore, Gemini, sur les résultats financiers de cette entreprise virtuelle, c'est elle qui obtient les meilleurs résultats. Encore une fois, c'est provisoire, mais les résultats sont assez spectaculaires. Voilà ce que nous disait Anthony Morel sur Gemini 3, la nouvelle version du LLM de Google. Est-ce qu'on est dans un tournant dans la bataille pour Google? Alors Google n'a jamais été très loin quand même d'OpenAI, d'Anthropic, n'était pas loin derrière. Mais là, on a quand même l'impression que peu à peu, ils sont en train de marquer des points. Michel? Vous vous souvenez, il y a quelques mois, il y a eu toute l'annonce autour de GPT-5 de OpenAI. Et on était tous surexcités dans l'écosystème en se disant ça va être génial, on va atteindre quasiment les GI, et en réalité ça a été un vrai flop. Je pense qu'en fait là, c'est Google qui a fait l'effet GPT-5. C'est Google qui a d'un seul coup rattrapé son retard, parce que Google était en retard. On disait qu'ils étaient très lents, qu'ils étaient complètement à la ramasse, qu'ils avaient le syndrome de l'innovateur, c'est-à-dire le dilemme de l'innovateur, c'est-à-dire cette incapacité à innover, à tuer la vache à lait, en l'occurrence le search, pour basculer sur l'IA. Là, ils ont clairement prouvé le contraire. Parce que quand on regarde tous les benchmarks, ils sont au coude à coude avec Grok 4.1 qui est sorti 2 jours avant. D'ailleurs, ça a éclipsé la sortie de 4.1. Et puis, ils sont largement au-dessus de GPT-5 et largement au-dessus d'Anthropic. L'avantage de Google et de Gemini, c'est qu'en réalité, ce n'est pas un chatbot. C'est ça qui est génial. C'est que c'est un nouveau paradigme de travail autour de toute la suite Google Workspace. Tout est intégré. Si vous avez Google Workspace, vous avez la possibilité d'aller attaquer vos emails. Vous avez la possibilité. C'est plus que le Copilot, quoi. C'est beaucoup plus que ça. Alors, c'est la promesse de Copilot, mais là, ils l'ont exécuté. C'est ça qui est génial. Et je pense que dans ce sens, c'est un tournant pour répondre à ta question. Bruno? Ce qui va être intéressant avec ça va être l'impact aussi sur leur téléphone. Parce que les modèles de pixels sont axés essentiellement maintenant sur l'intelligence artificielle. Et ça va être intéressant de voir comment ça va être intégré, adapté. Ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, moi, ça fait 5-6 jours que je joue avec et je me rends compte que c'est la première fois qu'il y a une IA chez Google qui ressemble à la signature maison. Quand on va puis là, on va à la genèse de Google. Quand ils ont commencé comme moteur de recherche, là, c'était une ligne, il n'y avait rien d'autre. Tu rentrais ce que tu cherchais et c'était tout. On était
l'efficacité. C'était simple, il n'y avait pas de fioriture. Et ce que j'ai comme expérience avec Gemini 3.0, là, c'est exactement ça. Il n'y a pas de bonjour, oui, vous êtes bon, c'est merveilleux, ah, quelle bonne idée. Non, c'est qu'est-ce que tu vas avoir? On ne passera pas 4 requêtes, là. Qu'est-ce que tu vas avoir? Je vais te le donner. Puis est-ce que tu veux ça? C'est l'efficacité. Et ça c'est rafraîchissant parce qu'on avait l'impression qu'on était en train de se perdre dans des courbettes d'utilisation d'IA. Et là, on est là sur le on the dime, comme dirait Shakespeare. Oui, c'est peut-être pas étonnant que Apple se soit tourné vers Google pour intégrer davantage cette technologie qu'une autre. Ça ne sera pas Gemini 3. Oui, ça ne sera pas Gemini 3, mais en tout cas, il regarde de près les travaux de Google. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que c'est un tournant? Moi, je ne sais pas si c'est un tournant. Alors, après que technologiquement, il soit plus avancé que les autres, c'est possible. Les benchmarks... C'est un tournant avant le prochain tournant. Oui, exactement. Les benchmarks, il faut toujours les prendre avec précaution parce qu'on ne sait pas comment ils sont réalisés toujours. On a déjà vu Meta qui a déjà pris la main dans le sac à trafiquer un peu les benchmarks. Donc, il faut toujours... Moi, je suis toujours assez prudent sur ça. Après, voilà, comme tu disais ça, c'est qu'il y a Gemini 3... Demain, il y aura GPT-6, il y aura d'autres moteurs, d'autres LLM. Donc finalement, on est un peu dans une course toujours où tous les 2-3 mois, il y a tel acteur qui révolutionne le secteur. Est-ce que c'est un tournant parce que lui a fait ça, il lui a fait ça. Donc c'est assez difficile. Après, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont quand même des milliards d'utilisateurs sur le search, ils ont des milliards d'utilisateurs sur YouTube, ils ont des milliards d'utilisateurs de Gmail et tout ça, et que tous ces gens-là vont un peu naturellement, comme le disait Michel, utiliser Gemini et Gemini 3, que le côté multimodal de vidéos, Léa Benaïm qui produit cette émission, elle fait des vidéos de façon très facile avec du Sora, mais aussi du 3. Enfin, on voit que tout ça est en train de... Enfin, l'usage devient quotidien, se démocratise, et c'est quand même dingue. Oui, mais il se démocratise sur le grand public, en fait. La vraie question, c'est ce qui se passe en entreprise. Aujourd'hui, en entreprise, le meilleur en entreprise pour l'instant, qui est le plus avancé, c'est Anthropic avec les API. Est-ce que parce que Gemini 3 est sorti, tu vas mettre de côté tout ce que tu as fait avec Anthropic, tous tes projets que tu as mis à développer pour aller chez Google, sachant que dans 3 mois, ça sera un autre? Est-ce que les gens qui payent $20 par mois pour ChatGPT vont dire je vais arrêter de payer sur ce point-là, si je peux me permettre, il y a un mouvement quand même qu'on pressent, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Il y a tout un trend autour de gens qui avaient des abonnements ChatGPT Pro et qui arrêtent le fameux abonnement à $200 et qui arrêtent $200. ChatGPT Pro. Mais ça, c'est de l'anecdote sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est pas que de l'anecdote parce qu'on sait très bien comment ça se passe. C'est comme ça que les mouvements démarrent. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée que c'est pas parce qu'il y a un trend qui démarre que c'est pas un signal. Je pense qu'il y a un signal. C'est pour ça que je parle de tournant. Là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est de dire que en fait, ce n'est pas le tournant définitif. Il peut y en avoir un autre. C'est-à-dire qu'on attend potentiellement la réponse d'OpenAI. Peut-être que dans 2 mois, peut-être que dans 2 semaines, OpenAI va sortir GPT-6 et là, on va être encore plus bluffé. Mais on a changé d'époque et on a changé de rythme. C'est-à-dire que les choses avancent si vite. Même les experts ont du mal à suivre. Et c'est dans ce sens que je dis qu'il y a un tournant, c'est que pour la première fois, Google est revenu dans la course. Et ça, c'est assez indéniable. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est... Enfin, ça m'inquiète, oui, c'est que quand même Gemini 3, il renforce quand même notre dépendance, encore une fois, aux acteurs américains. De toute façon, ça c'est... il faut être réaliste. À l'heure du sommet franco-numérique, tout ça, alors je dis pas qu'on espère tous qu'un Mistral et avec tout le travail qu'ils font, mais aujourd'hui, je me dis... Tiens, ils sont tellement forts que, allez, on a remis une pièce dans la machine et on va encore... On en reparle dans quelques années. Après, oui, comme on disait tout à l'heure, ça dépend si on reste dans cette course à la puissance. Si on reste dans la course à la puissance, on rattrapera jamais les Américains. Faut pas se leurrer, en fait. S'il y a d'autres alternatives, d'autres modèles, d'autres façons de penser l'IA et de construire l'IA, là, c'est possible. Mais... Comme tu disais tout à l'heure, malheureusement, le modèle français se capte plus sur le modèle américain que sur le modèle chinois. On est plus dans la course à la puissance, ou en tout cas, on essaye plutôt que de trouver des alternatives plus sobres, en tout cas. Messieurs, vas-y, termine. Mais ça revient à l'image que Michel disait tout à l'heure. C'est-à-dire que là, il faut des joueurs qui proposent des outils qui ont 80% du savoir-faire. Avec Gemini 3 Pro, là, on est rendu à un savoir de doctorant. Je m'excuse, mais la majorité des gens qui utilisent Gemini n'auront pas besoin de cette puissance-là. Alors, si on va avec quelque chose qui peut être intéressant et qui n'est pas américain et qui en fait 75%,
on va déjà être très gâtés. Bon, eh bien, Non, mais il y aura un marché, de toute façon, pour les acteurs souverains ou et européens. c'est ça, un sûr. Nord-américain, bon, francophone, mais qui nous le dit. Merci à tous les trois. Allez, vous restez avec nous, on va marquer une courte pause. On reparlera d'Anthropic, justement, en tout début de deuxième demi-heure. On reviendra aussi sur OVH, l'OVH Summit, et puis Tim Cook, qui serait sur le départ. On en parle avec nos débriefers. C'est tout de suite. Restez avec nous. Tech & Co, la quotidienne, on est ensemble jusqu'à 21h. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Tech & Co, la quotidienne, débrief de la tech. Vous pouvez nous retrouver bien entendu en podcast, en replay et bien entendu sur la chaîne YouTube qui marche de mieux en mieux. Donc n'hésitez pas, on est très heureux de vous y accueillir et merci de votre fidélité. On a parlé des résultats de Nvidia, on a parlé de Google et Gemini 3. On va poursuivre en parlant d'Anthropic, puis on enchaînera sur l'OVH Summit. C'était aujourd'hui à Paris, l'OVH Cloud Summit. Et puis on reviendra aussi sur Tim Cook. Mais là, je voudrais vous écouter, messieurs. Michel Lévy-Provençal, prospectiviste, fondateur de TEDx Paris et président de l'agence Brightness. Jérôme Marin, fondateur de cafetech.com, newsletter.fr. Mais c'est marqué .com. Comme ça. Non, mais c'est bien à chaque fois de dire À partir de septembre 2026, ce sera .Jérôme Marin. C'est ça, exactement. On pourra mettre son nom de domaine. En tout cas, abonnez-vous à cafetech.fr, newsletter gratuite. En plus, il y a plein d'infos intéressantes. Autre newsletter, mon carnet de l'actualité numérique avec Bruno Guglielminetti. Et là aussi, abonnez-vous pour être au courant de toute l'actualité. Anthropic, un poids valorisé 350 milliards. La montée en puissance d'Anthropic, on peut le dire comme ça aujourd'hui. Ouais. Donc ils ont levé. La grosse montée en puissance, qui montait en puissance quand même depuis 18 mois. Depuis beaucoup. Parce qu'en fait, au début d'année, leur chiffre d'affaires en rythme annualisé, c'était $1 milliard. Là, ils devraient arriver à 9 milliards à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'ils ont fait x9 sur 12 mois, ce qui est quand même pas mal. Ouais. Même, je ne sais même pas si OpenAI a eu une croissance aussi rapide sur un an. Avec de tels montants. De 9 millions d'euros, mais de 1,9 milliard. Donc, ils ont levé 13 milliards en septembre. Ils relèvent 15 milliards de plus auprès de Nvidia et de Microsoft. Donc, on retourne dans l'économie circulaire de l'IA. Ce qui est fort chez eux, là où ils sont plus forts qu'OpenAI, c'est dans les entreprises. Donc, c'est ce qu'on appelle les API qui permet d'aller se connecter sur une IA pour aller développer son application. Donc ça, ils sont très forts sur ça, ils sont leaders sur ce marché. Et ils ont un autre produit qu'ils ont lancé il y a quelques mois, qui est un produit, Claude, c'est leur LLM, qui permet de coder en fait. Donc, et là, ils sont, je crois, à préparer 1 milliard de chiffre d'affaires annuel sur ce produit-là qu'ils ont lancé il y a quelques mois. Donc, vraiment une grosse traction sur ça. Et ils montent vraiment très, très rapidement. Ils sont à 350 milliards de valo. OpenAI est à 500, donc vraiment l'écart c'est très très vite. Et puis là où OpenAI est très attaché, très proche de Microsoft, eux ils sont proches de Google, d'Amazon, de Salesforce. Ils ont les trois dans le capital. Microsoft. Et Microsoft qui sont toujours là. Michel. Alors, la particularité de Anthropic, et c'est assez extraordinaire, c'est l'éthique. C'est-à-dire Dario Amodei, qui est le fondateur, avec sa sœur. Avec sa sœur, a créé un projet, a créé une entreprise qui est centrée sur l'éthique de l'IA. Donc, c'est Ethic by Design. Et ça, c'est un point assez nouveau et c'est assez encourageant parce que d'une certaine manière, c'est comme si ça devenait un produit de luxe et que l'éthique payait. Et ça n'est pas juste de la communication. On le voit, les résultats sont là et ils arrivent à résoudre ce dilemme qui est d'un côté la puissance du modèle, parce qu'il faut beaucoup de data, parce qu'il faut beaucoup de puissance pour pouvoir le faire, et en même temps l'exigence éthique. Et je pense que d'une certaine manière, la vision dès le départ d'Amodei, elle prend forme ici, elle paye. Et on le voit avec la valorisation. Alors, on va voir comment ça va se passer. Je suis complètement d'accord. Ils ont un produit qui est clairement centré sur les développeurs. Aujourd'hui, Anthropic est majoritairement utilisé pour du vibe coding, que ce soit via des outils comme Cursor qui l'intègrent ou que ce soit via leur propre IDE, leur client de codage. Et les entreprises n'utilisent pas massivement Claude. C'est pas Claude en fait qu'ils utilisent, c'est vraiment le modèle pour coder. On parlait de la limite pour Nvidia tout à l'heure, des limites. Je pense que ça peut être la limite d'Anthropic, c'est sa capacité à la mise à l'échelle, à l'industrialisation au niveau des entreprises. Oui, mais pour ça, ils ont un bon coup de main depuis longtemps d'AWS. Moi, je me souviens, il y a 2 ans, ça avait été... il y avait leur grande rencontre de reInvent à Las Vegas et il y avait eu cette présentation faite par le patron d'Anthropic à des milliers de personnes qui étaient dans la salle
général des fervents utilisateurs d'AWS. Et donc, il y a eu ce mariage-là de permettre à Anthropic d'avoir accès à la puissance et au réseau de clients de AWS. Et ça, c'est ce qui vraiment a fait en sorte que les programmeurs, les développeurs ont eu accès à cet outil-là. Puis un peu comme on disait un petit peu plus tôt, à un moment donné, quand tu passes à beaucoup de temps avec un outil, que tu comprends bien cet outil-là, que tu le manipules bien, tu n'as pas vraiment le goût d'aller ailleurs. Alors, ils ont vraiment développé une belle niche au niveau du développeurs, éthique, investissement massif de la part de très diversifié, un sujet entreprise qui, a priori, le ROI pourrait, même s'il est dans longtemps, pourrait être plus important. Ouais. Non, juste pour préciser, alors déjà, sur le côté éthique, oui. Je ne sais pas si c'est ça qui fait son succès. Si le produit n'était pas bon, je pense que le côté éthique... Non, c'est les deux. Oui, voilà. complètement. Et juste pour préciser... Mais le plus, on va dire. Comme disait Bruno, là où ils ont profité, c'est que, en fait, quand on a eu les modèles d'IA, on a eu OpenAI qui était avec Microsoft en exclusivité chez Azure, Google qui réservait ses modèles pour son cloud. Et donc, si tu étais client d'AWS, le seul modèle qui te restait, c'était Anthropic, en fait. Et donc, une grande partie de leur activité vient d'AWS, donc Amazon, et ils étaient tout seuls, ils avaient une sorte de monopole sur AWS, qui est le plus gros provider de cloud au monde. Donc là, ils ont beaucoup profité de ça. Maintenant, ils sont chez Google, ils changent chez Microsoft. Là, ils ont annoncé donc ils vont arriver chez Microsoft. Donc il y a une vraie montée en puissance sur un modèle qui est totalement différent d'OpenAI. Et c'est ce qui fait aussi la force, c'est que les deux ne sont pas vraiment en concurrence finalement. Puis, ils n'étaient pas poussés dehors chez AWS, mais disons qu'il y avait moins de terrain, parce que de leur côté, l'an dernier, AWS a sorti ses propres outils d'IA. Ils en ont sorti, je pense qu'il y en avait 6 qu'ils ont lancés depuis un an. Alors, évidemment, à un moment donné, on sent la maison un peu plus étroite. Oui. Alors, il faut aller chercher des partenaires extérieurs. Puis le dernier en ligne, c'est Microsoft. C'est pas banal. Alors, on parlait d'AWS, on va rester dans cet univers du cloud avec cette journée OVH Cloud, c'est l'OVH Summit qui avait lieu à Paris aujourd'hui, vraiment dans le centre de Paris, c'est à la Maison de la Mutualité. Bruno, tu y étais. Ouais. Aujourd'hui, Octave Klaba a bien entendu pris la parole, le retour d'Octave Klaba, parce qu'il avait pris un peu alors pas de recul par rapport à l'entreprise, il était toujours présent, mais par rapport à la direction, le management, la vision stratégique, donc il est bien là. Toi, ce qui t'a marqué, c'est IA partout. Bon, ça, on s'y attendait, mais c'est un positionnement beaucoup plus européen, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, ça a été clair. 3 fois, il a fait son petit discours d'ouverture et 3 fois, il a mentionné que maintenant, il jouait comme joueur européen. Alors, le positionnement est assez clair, là, alors qu'on l'entendait toujours et être présenté comme un géant, pas un géant, mais un joueur français. Là, c'est un joueur, il se présente comme un joueur sur l'échiquier européen d'abord et avant tout. Il a compris que son succès était là, bien que le deuxième chiffre d'affaires vient des États-Unis. C'est leur deuxième marché de prédilection. Mais là, ils sont vraiment en train de mettre le tout sur le tout, on a l'impression, là, sur l'Europe, pour s'assurer de sortir quelque chose. Et donc, effectivement, comme tu le disais, il y a l'IA qui est vraiment à travers tous leurs outils, mais aussi, ils misent sur le quantique. Évidemment, là, on parle, ils ont fait un lien avec Pascal, mais parallèlement, ils misent beaucoup aussi sur les simulateurs, ce qui va leur permettre d'offrir beaucoup de savoir-faire et de puissance pour permettre on s'entend, ce n'est pas la majorité des entreprises qui vont se mettre à développer des trucs pour le quantique. Ils viennent peu à peu. Mais exactement, il y a une filière de start-up qui sont en train d'être développées dans ce secteur-là. Et je trouve ça intéressant qu'il y ait un joueur européen qui leur dise, si vous venez chez nous, vous aurez accès à cette puissance-là pour développer des outils qui aujourd'hui ne servent pas à grand-chose, mais demain pourrait faire la différence sur un marché. Il faut aller au Québec pour trouver quelqu'un optimiste sur OVH Cloud. Non, je suis super optimiste. Franchement, d'abord, il passe en mode founder mode. Ouais, c'est un peu comme Steve Jobs qui revient chez Apple, c'est un peu comme Larry Page qui revient chez Google. Je pense qu'il y a aussi un tournant, probablement chez OVH. Il y a une commodisation du cloud traditionnel, et ça, ils l'ont compris. Et ils mettent le paquet sur l'IA souveraine, parce qu'ils ont compris aussi, on ne va pas s'étendre là-dessus, que c'est un sujet fondamental, et sur le quantique. Sur le quantique, petite anecdote, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, a annoncé il y a 48 heures qu'il y avait un risque quantique qui pourrait faire s'écrouler les blockchains d'ici 2028. Donc, il l'a annoncé, ça a été dans l'écosystème blockchain et crypto, ça a fait un choc. Ça arrive... ça fait quelque temps qu'on parle de la question
du cryptage quantique et d'être prêt pour sécuriser les systèmes, en fait, OVH a un temps d'avance là-dessus. Et pour une fois, Français, Européens, on a une carte à jouer, surtout avec leur plateforme Quantum as a Service. Il y a peut-être quelque chose à vraiment faire là-dessus. Je pense que, encore une fois, Cocorico, il faut s'en réjouir. Jérôme. Alors moi, je suis celui qui va pas être plomber l'ambiance. Exactement. Alors après, sur le quantique, je suis d'accord, mais ça reste encore très petit. Pour le moment, ça va prendre du temps. Mais sur le cloud, il faut dire, OVH, ils ont fait 9% de croissance en 2020, sur leur dernière année fiscale qui s'est terminée. Ils prévoient 5 à 7% en 2025, donc 2025-2026. Je trouve que c'est trop peu aujourd'hui par rapport au marché. C'est presque ridicule, en fait, sur le marché aujourd'hui du cloud. Donc, il y a un vrai problème sur ce côté-là. On parle beaucoup d'IA, mais en fait, quand on regarde dans les chiffres, parce que j'étais moi aussi à l'OVH Summit et j'ai parlé à la chef des revenus, je ne sais pas comment on dit ça en français, la chief revenue officer, je pense. Et je lui ai demandé combien ça représente l'IA en fait en termes de chiffre d'affaires. Mais en fait, c'est des petits pourcentages l'IA aujourd'hui dans leur chiffre d'affaires, parce qu'ils ont des produits un peu historiques, sans rentrer dans les détails, qui marchent plutôt bien. Par métal. Voilà, exactement. Pour les spécialistes. Mais sur l'IA, en fait, c'est un tout petit acteur. C'est un petit acteur en Europe. Et alors, à l'étranger, encore pire. Il y a un vrai souci. Et en fait, tu crois qu'ils sont encore trop dans leur métier traditionnel? Ils ont un peu ces deux petits... ces deux petits. Enfin, ce quantique et cette partie IA, mais qui sont encore trop petits. Par contre, leur métier traditionnel prend encore trop de place? Il prend trop de place. À mon avis, ça ne prend pas trop de place. Et là, ils ne vont pas l'arrêter. C'est juste que le reste ne croit pas assez vite, en fait. Et sur l'IA, je lui demandais, vous avez quoi comme GPU? On a des H100. Donc les H100 qui sont sortis il y a 2-3 ans. Plus standard de... Voilà, donc ils n'ont pas de Blackwell, par exemple. Donc ils n'ont pas ça. Et puis il y a un réflexe, et ça c'est vrai, c'est ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il y a un réflexe quand on va penser IA, quand on est une start-up, une entreprise qui va aller faire de l'IA, on n'a pas le réflexe d'aller chez OVH. Enfin, on va aller chez Google. Mais surtout avec les programmes que propose AWS, que propose Exactement. Donc, Google. Moi, je pense que ça va prendre du temps. D'ailleurs, eux, ils ne s'en cachent pas non plus, qu'avant qu'ils deviennent un acteur important dans l'IA, ça prendra beaucoup de temps. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent un jour. On parle de cloud souverain, mais le cloud souverain, c'est un tout petit marché. Il faut être très honnête. Et le retour d'Octave Klaba, tu crois que c'est pour redonner un peu d'élan dans tout ça? Alors, il y a deux façons de le voir. Soit on prend la vision positive en disant, voilà, Octave, il a la vision de comment on va relancer l'entreprise. Ça, c'est le côté où il y a la vision un peu négative, c'est de dire que celui qui était là avant, il n'a pas fait du bon travail, en fait. Il est arrivé, il a resté un an, même pas un an. Et au bout d'un an, il s'est fait mettre à la porte parce qu'il n'a pas relancé la croissance et parce que, alors, maintenant, ils disent ils ont mal ciblé leur stratégie commerciale. Ils sont allés beaucoup sur les clients corporate qui, eux, vont voir plus chez les gros. Mais voilà. Est-ce qu'il ne manquerait pas, tu parlais de la conférence Ignite de Microsoft. D'habitude, c'est Satya Nadella qui fait la grande keynote. Et là, cette année, c'est le patron du business, qui est le CEO, mais qui est le patron beaucoup plus business. Est-ce que... alors, il y a eu Michel Paulin, mais qui est business, certes, mais qui a remis un peu d'ordre, on va dire. Voilà, il a un peu recadré des choses. Surtout les 4 premières années. La dernière année était un peu plus compliquée, avant qu'il quitte l'entreprise pour aller vers d'autres affaires. Est-ce qu'il manque pas, justement, ton chief revenue officer, quelqu'un qui a une vision beaucoup plus business, mais qui est vraiment les mains, les rênes de l'entreprise? Je pense qu'ils l'ont, en fait. Je pense que leur stratégie commerciale, elle est en place. Après, il y a une question de technologie, il y a une question d'investissement et il y a une question d'image aussi. Et je pense que les trois combinés fait que c'est très compliqué d'aller se dire, nous, OVH, on va être meilleur que Google, on va être meilleur que Microsoft, on va être meilleur qu'Amazon. Mais sauf que ce que je sens, moi, aujourd'hui, c'est qu'on vient de lever la main en disant on va pousser sur l'IA, on va pousser sur le quantique. Mais c'est sûr, ils partent de loin, là, mais c'est un peu... ils lèvent les pancartes en disant si vous cherchez un partenaire, on est là et on va investir là-dedans. Tu rajoutes un mot dessus? Non, moi je pense que c'est précisément... On est d'accord sur le constat, c'est-à-dire que le cloud traditionnel se commoditise et c'est pas là en fait qu'il y a de la croissance. Là où il y a de la croissance, c'est effectivement sur l'IA et peut-être même sur le quantique. Et donc, je pense que c'est un peu dur de juger maintenant. Il faut laisser la chance un peu au produit et peut-être se retrouver dans un an et de se dire est-ce qu'il a réussi un peu en mode founder comme Jobs l'avait fait, comme Larry Page l'avait fait, pour transformer l'entreprise. Mais c'est vrai que si on regarde juste les résultats par rapport au cloud traditionnel, on n'y est pas. Ouais.
On y va, Alors, là. on va passer au sujet suivant. Imaginez un patron qui a 65 ans, qui mène l'entreprise depuis 14 ans, avec le succès. L'entreprise aujourd'hui valorisée 4 000 milliards. L'entreprise est parfaitement valorisée, mais elle est face à des défis importants, hein, face à l'IA, et on sent qu'il y a un peu de flottement dans tout ça. Eh bien, cette entreprise, elle s'appelle Apple, et elle aurait plus ou moins officiellement intensifié ses travaux de succession à tel point que l'on est osé, en tout cas dans la presse, on parlait de succession. Un jour, il partira, on verra. Mais là, la rumeur s'est faite un peu plus pressante sur le départ de Tim Cook. Donc voilà. Après, il a fait une belle carrière chez Apple, 65 ans, etc. Mais il partira un peu dans un moment un peu délicat pour Apple, même si les chiffres sont incroyables. Hein. Moi, je ne crois pas à son départ. Hein. C'est le Financial Times qui a dit ça. Ça a été démenti d'ailleurs. Bloomberg, avec Mark Gurman, qui est plutôt assez bien renseigné a dit que ce n'était pas forcément dans l'ordre du jour. Moi, je pense que c'est beaucoup trop tôt. Il ne partira pas tant que le nouveau Siri ne sera pas lancé et qu'il ne sera pas sur les rails. Ça, c'est mon avis personnel, mais je pense que ça cacherait un peu son bilan, en fait. S'il part et que Apple est toujours en retard sur l'IA, on retiendra ça plus qu'autre chose, en fait. Donc, je pense qu'il attendra. 65 ans, c'est encore jeune. Hein, donc, oui, bien sûr. On l'approche bientôt, enfin quelques années, mais oui. Donc, moi, j'attends de voir. Mais en tout cas, on sait que, de toute façon, dans cette entreprise-là, la succession, elle est toujours un peu latente, en fait. On en parle tout le temps. Et puis, dès qu'il y a quelqu'un qui part, tiens, on croyait que c'était lui qui allait être le successeur, et puis finalement, c'est pas lui, donc ça rabat un peu les cartes. Donc voilà, il faut voir. Souvenons-nous, Satya Nadella, ça n'avait pas été une surprise pour ceux qui connaissaient l'entreprise interne, mais de l'externe, c'était une grosse surprise. Michel Lévy. On ne sait pas trop qui pourrait le remplacer. Enfin, il y a deux prétendants. John Ternus. Voilà, c'est ça. Il y a John Ternus qui s'occupe du hardware, et puis il y a ce fameux personnage qu'on moque souvent sur les réseaux sociaux, qui a les cheveux blancs, là, Greg Federighi. Il faut dire que chez Apple, c'est toujours des gens du hardware qui ont un peu eu qui tenaient toujours. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait partir beaucoup de gens du soft. Exactement. Donc c'est la question qui peut se poser. Qui pourrait prendre le lead? Est-ce que c'est le hardware ou est-ce que c'est le software? Si on fait un peu de prospective, aujourd'hui, c'est vrai que Apple, sur le software, est quand même sacrément en retard, notamment à cause de l'IA. Et la bataille se joue aussi beaucoup là-dessus. Sur le hardware, en fait, on est clairement en fin de cycle. Hein. Il va falloir réinventer l'équivalent du mobile dans un nouveau device. Donc, il n'est pas impossible que le hardware prenne la main à nouveau, et donc que Ternus soit le nouveau patron. Je suis assez d'accord sur le fait de dire qu'il ne va pas partir sur un échec, parce qu'aujourd'hui, Apple, clairement, est en échec, même si les chiffres vont encore. Mais... Ils vont très bien quand même. Oui, entreprise valorisée. Et en termes d'image, l'image est quand même assez ternie. La prochaine étape, pour moi, il y a 3 enjeux, on les a cités. Il y a la refonte du software, mais là, je pense qu'il va rester pour le faire, parce que c'est son bilan. Il va y avoir la réinvention du nouveau device. C'est peut-être pas lui qui va le porter. Et d'une certaine manière, il y a aussi, alors c'est lié aussi à Trump, hein, mais la réinvention de la supply chain en essayant de se dérisquer sur la Chine. Donc ça, c'est déjà bien engagé. Hein. C'est bien engagé, mais ce n'est pas complètement fait. Hein. C'est loin d'être fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les supply chains, elles sont quand même très, très liées à la Chine. Ouais, puis moi, je pense aussi beaucoup aux investisseurs le changement d'un CEO dans cette période-ci, qui est déjà un peu pour Apple, hein, certaines autour de tout ce qu'on vient de dire, l'IA, le marché chinois, une pression, les taxes, ça vient, un président des États-Unis un peu pour des équipes en interne, pour des clients, des partenaires, c'est un peu compliqué. Et si en plus le patron du bateau dit finalement maintenant allez je passe la main, moi je sens pas non plus. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de voir qu'il y a un ballon sonde qui a été coulé au Financial Times, et ça c'est pas naïf. Hein. Parce que quelqu'un a osé dire ça. Hein. Ben oui, non, mais c'est ça. J'imagine le même scénario à l'époque quand Steve Jobs était encore très en santé. Qui aurait osé faire ça? Il serait plein d'emplois d'Apple parce que ça serait su. C'était assez serré comme tissu. Mais non, je pense qu'ils vont devoir faire leur devoir, mais on a vu un peu ce que ça donnait comme réaction. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il a encore de beaux jours, même si, je rappelle que j'ai lu à un moment donné, l'an dernier, j'en avais parlé sur ce plateau virtuellement, il y avait eu un texte sur la possibilité que Tim Cook prenne sa retraite cet automne.
Et le texte était disparu, mais en dedans de même pas 5 heures. J'avais eu juste le temps de le voir, puis après, pouf, c'était parti. Alors là, c'est la deuxième salve qui est lancée sur le fait que peut-être il prendrait sa retraite. C'est intéressant. Non, puis je pense que celui qui... Bon, ça peut être un John Ternus, mais ça pourrait être, pourquoi pas, un jour, quelqu'un de l'extérieur qui présenterait un plan. J'y crois pas non plus. Non, mais en tout cas, celui qui doit arriver doit présenter un plan sérieux sur chacun des pans. Mais je pense que Ternus, ça paraîtrait assez logique finalement dans la logique des choses. Surtout que tu parlais de software, mais moi je pense que la vraie révolution, et tu en as un peu mentionné, c'est plus le hardware en fait. C'est qu'est-ce qui va remplacer les smartphones. Alors l'IA, oui, c'est à court terme, c'est comment on va. C'est les lunettes, des bracelets. Sachant que sur Tim Cook, le seul vrai produit qu'il a lancé, c'est le Vision Pro, qui n'a pas marché en fait. Le seul gros produit. Donc il y a un objectif que le prochain patron, je ne sais pas si c'est lui qui va l'amener ce combat. Ça sera de remplacer les smartphones, d'avoir le produit qui remplacera les smartphones potentiellement. Et donc, ça serait assez logique finalement que c'est quelqu'un du hardware qui prenne les commandes plutôt que quelqu'un du software qui en plus, voilà, chez Apple, c'est très bien le software chez Apple, mais ça n'a jamais été l'ADN principal. Non, l'héritage de Tim Cook, c'est le scale. Il a multiplié par 10, je pense peut-être il était plus. déjà en tant que directeur opérationnel, c'est ce qu'il avait fait. Voilà, aussi, exactement. Mais ce n'est pas un inventeur. Non. Messieurs, j'aimerais qu'on aborde dans les 5 minutes qui nous restent. C'était cette semaine. On a un sommet, parce que vous savez, les Tech & Co étaient un petit peu différents cette semaine. On était à Marseille il y a quelques jours pour l'AIM, ce gros événement organisé par La Tribune et BFM Business. Nous avions la nuit de l'IA il y a quelques jours, animée par François Sorel. Donc, on a vu pas mal dans la santé, dans le transport. On a vu beaucoup de choses, même dans les entreprises, sur l'IA agentique. Hier, on était avec une émission que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir. En tout cas, si vous l'avez vu sur YouTube, avec des youtubeurs. Enfin, c'était vraiment passionnant à voir, évidemment, sur la chaîne YouTube, forcément, mais aussi en replay en podcast. Et donc, il y a un sommet qui a eu lieu cette semaine, sommet sur la souveraineté numérique. Emmanuel Macron, Friedrich Merz ont appelé à simplifier la régulation européenne. Moi, j'ai trouvé les discours un peu platouilles. Par contre, j'ai vu les actions. Moi, quand je vois les Allemands, Deutsche Telekom qui signent avec Nvidia et SAP, Mistral qui signe avec SAP, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Mais je trouve que les Allemands, pour le coup, sont plus moteurs que nous. Il était temps. Il était temps parce que pendant 10 ans, l'Europe a régulé ce qu'elle ne produisait pas. C'est comme si on mettait des panneaux de limitation de vitesse sur des routes sans voiture. C'est ce qu'on a fait pendant 10 ans. Donc, à un moment donné, c'est une prise de conscience. Et ce n'est pas qu'une prise de conscience, ce n'est pas que des discours. Enfin, les choses sont en train de bouger. On va voir comment ça va se passer, parce que ce n'est pas encore complètement gagné. Mais si jamais on pouvait se réveiller, et moi j'étais de ceux qui pensaient qu'on régulait trop, on a eu plein de débats sur ces plateaux. J'étais parfois dans le camp de ceux qui étaient assez virulents sur ce sujet-là. Enfin, il y a une prise de conscience et c'est tant mieux. Alors, il y a une prise de conscience, mais à mon avis, il n'y aura pas grand-chose qui va sortir parce que si on regarde ce qui va se passer... Les discours politiques étaient quand même. Oui, non, mais même ce qu'a dit la Commission, en fait, le projet de la Commission a déjà fuité, on sait ce que veut faire la Commission européenne. Donc, ils veulent reporter l'IA Act d'1 an. Pour certaines. C'est un signal quand même. Ouais, mais c'est 1 an. C'est parce que, et en fait, c'est 1 an. Pourquoi ils reportent ? Parce qu'en fait, ils sont en retard parce qu'ils sont censés publier des documents pour aider les entreprises à se conformer à l'IA Act et ils le font pas. Ils l'ont pas encore fait. Donc c'est pour ça qu'ils vont reporter d'1 an. Et sur le RGPD, qui est le deuxième gros morceau qu'a mis en cause l'Union européenne, et l'idée de la Commission européenne, c'est de dire le RGPD, ça nous empêche d'entraîner des IA. Donc il faut qu'on simplifie le RGPD, notamment sur ce qui est une donnée personnelle. Donc une donnée personnelle sera moins stricte et ça sera plus facile d'utiliser des données personnelles pour entraîner des IA. Le problème de ça, c'est qu'il y a une minorité de blocage qui va certainement arriver, menée par la France notamment, mais aussi l'Autriche, la Finlande, voilà, quelques pays qui, eux, ont la possibilité de bloquer totalement le projet ou en tout cas de le réduire à néant, de le limiter beaucoup. Et là, à mon avis, sur le RGPD, il n'y aura pas beaucoup de choses parce que le RGPD, c'est quand même un texte qui est symbolique de l'Europe. Si on touche à ça, c'est toute la régulation européenne du numérique qui tombe un peu. Bruno Guglielminetti, bienvenue en Europe. Oui, exactement. Et je pense que je vais faire preuve d'énormément de patience avant de parler de ce dossier-là, parce que moi, je vous regarde de l'autre côté de l'Atlantique. Loi, après règle, après projet, après loi. Je ne dirais pas que c'est risible parce que vous avez quand même une influence sur le reste de la planète avec certaines lois, certains projets, sauf que vous avez tellement fait dans le domaine que de redécoudre et à la grandeur de l'Europe, c'est un méchant père. En tout cas, ça me fait penser un peu à Astérix et ses 12 travaux. Mais oui. Oui, c'est... L'image est... Et aussi le village gaulois.
aussi. Le village gaulois, et puis moi, c'est toujours Alors, même si évidemment, on a des technocrates brillants et tout ça, mais on n'a pas d'ingénieurs, on n'a pas des ingénieurs qui réfléchissent. On en a, mais pas à la commission. Mais pas à la commission. Oui, Ce que je veux dire, c'est ça. Et c'est des gens très intelligents, mais d'un point de vue ingénierie, tout ça, c'est un peu ce qui nous manque. Et... Pourtant, le premier d'entre eux, Thierry Breton, me semble-t-il, est ingénieur. Ah oui. Ah oui, c'était. Et pourtant, il est plus à la commission. Il est plus, mais il a beaucoup fait. Hein. Non, lui, il est contre. Il est pour la régulation. Bah oui. Non, moi, ce qui m'a marqué, ce qui me marque aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on a vu, cet accord Mistral SAP, cet accord Deutsche Telekom, Nvidia, les Allemands qui sont beaucoup plus ouverts pour accueillir des data centers. Ils disent bon, allez, venez chez nous, on se débrouillera, même si c'est pas forcément création d'emplois, mais voilà, il y a des choses qui se posent là-bas. Ils sont un peu moins regardants. Voilà, quand AWS lui dit nous, on vous construit une chose qui sera, c'est américain parce que c'est nous derrière, mais on vous garantit, ce sera vraiment pro-européen. Bon, les Allemands ont tendance à plus y croire que nous. Moins de régulation, moins de politique, plus d'économie, plus d'innovation. Et plus d'innovation technologique. Messieurs, merci d'avoir été avec nous pour ce débrief de la tech. Si vous avez manqué le début podcast, chaîne YouTube et évidemment les replays. Merci Michel Lévy-Provençal, prospectiviste, fondateur de TEDx Paris, prochaine édition. On aura le temps d'en parler, ce sera en 10 février 2026, et président de l'agence Brightness. Jérôme Marin, fondateur de cafetech.fr, je l'ai dit, newsletter, et Bruno Guglielmini qui nous a fait l'amitié d'être avec nous en plateau ici. On est habitué à le voir évidemment depuis le Québec, journaliste animateur de Mon Carnet de l'actualité numérique. Bruno, ton prochain passage, tu seras bien entendu le bienvenu. On te verra sans doute au CES. Au CES, me semble. Ouais. Rendez-vous est pris. Allez, on s'en va, on va parler drone, on va parler énergie avec nos invités suivants. Mais dans un instant, c'est tout ce qu'il fallait retenir de la tech, de l'actu tech aujourd'hui avec Léa Bielaine. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Tech & Co, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité tech de la journée avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir Fred et bonsoir à tous. À la une, on vous en parlait la semaine dernière, mais c'est désormais confirmé. Yann Lequin quitte officiellement Meta pour lancer sa propre start-up. Dans un post Facebook, il explique qu'elle sera consacrée au développement de modèles d'IA capables de comprendre le monde physique. Au total, Yann Lequin aura passé 12 ans à la tête de FAIR, le laboratoire d'IA de Facebook. Et puis autre personnalité bien connue de la tech qui lance une start-up, c'est Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, devient co-directeur de Project Prometheus, une entreprise qui veut utiliser l'IA pour améliorer la fabrication d'ordinateurs, de voitures et d'engins spatiaux. Elle vient de lever plus de 6 milliards de dollars, en grande partie grâce à l'investissement personnel du milliardaire. Et puis également dans l'actualité, c'est Nokia qui mise tout sur l'intelligence artificielle, mais taille dans ses effectifs en France. Et oui, plus de 400 postes vont être supprimés, soit 1/5 de ses effectifs. Un coup dur pour la souveraineté européenne, surtout que depuis l'acquisition d'Alcatel en 2016, le géant finlandais a déjà procédé à 7 vagues de licenciements pour se recentrer sur les États-Unis. En parallèle, Nokia va placer son pôle IA présenté comme sa nouvelle locomotive dans une division séparée baptisée Network Infrastructure. Dans la musique, une autre major met un pied dans l'IA, c'est Warner, comme son concurrent Universal. Le géant américain a signé un partenariat avec Audio, start-up qui était jusqu'à présent une bête noire dans l'industrie, mais qui a finalement décidé de rentrer dans le rang en s'accordant avec les gros labels de musique, et ainsi pour s'éviter une multitude de procès. Et enfin, les petits robots livreurs d'Uber Eats arrivent en Europe. Le déploiement commence au Royaume-Uni en décembre, avant une expansion plus globale d'ici l'année prochaine. Ces robots autonomes sur 4 roues peuvent assurer des livraisons en moins de 30 minutes sur des distances allant jusqu'à 3 km. Les clients Uber devront toutefois bien choisir leur commerce s'ils veulent tenter l'expérience, car tous ne seront pas éligibles. Et pour finir, je vous donne rendez-vous demain à 21h sur BFM Business pour votre rendez-vous tech du week-end. C'est bien sûr De quoi je me mêle avec François Sorel. Une émission disponible en podcast sur toutes les plateformes et en replay sur le site de BFM Business et sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Et au programme cette semaine, on a testé le Wi-Fi Starlink dans les avions Air France et on vous dit ce qu'on en pense. On écoute tout de suite un extrait.
été au Portugal avec un avion et par chance, on a fait l'aller-retour équipé Starlink, donc ça nous a donné beaucoup de temps pour essayer. Ça fonctionne donc pendant le décollage et ça ne s'arrête jamais. Alors que l'ancien système, effectivement, dès que l'avion bougeait un petit peu trop, il fallait qu'il se réaligne sur le satellite. Et ça ne marchait pas au sol, en non, plus. Ça marchait pas au sol. Donc là, ça marche tout le temps. Là, ça marche tout le temps. C'est dingue. Et donc, ils avaient équipé 17 avions au moment où on a fait le vol, et maintenant, il y en a 30. Donc, en fait, ils en font quasiment un par jour. C'est quand même assez rapide. Et ils ont pour ambition... On y va au pas de charge, cher On y va au pas de charge, ouais. Voilà, de quoi je me mêle à retrouver bien entendu ce week-end en replay en podcast avec François Sorel. Allez, tout de suite, on va parler drone avec notre invité et la société Rift. Tech Co, la quotidienne, l'invité. Notre invité Daniel Neff, bonsoir. Daniel, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes CEO, cofondateur de Rift. C'est une deep tech tricolore qui existe depuis 2 ans, c'est ça déjà ? C'est bien ça, à peu près 2 ans. Voilà, ouais. c'est un bel âge déjà dans cet univers où tout va tellement vite. Alors, il y a trois parties. Voilà, vous allez nous expliquer tout ça. Il y a des drones longue portée, il y a les stations au sol pour recueillir ces données, travailler autour de tout ça, et une plateforme logicielle importante aussi, parce que je trouve que c'est ça qui est intéressant dans votre solution, c'est d'avoir vraiment toute cette offre combinée. Mais première question plus personnelle, comment on passe d'Open Classroom, parce que je crois que vous êtes les 2 cofondateurs, vous étiez chez Open Classroom, à un fabricant, un opérateur de drones? Alors, on a longtemps travaillé plutôt dans l'éducation en ligne, tout à fait. Et on s'est pris une passion pour les drones en tant qu'hobbyiste. Et on a développé une technologie pionnière de centralisation du pilotage. Qui permet de contrôler des drones à distance par Internet. D'accord. Et donc on a vu... là, vous êtes dit... Exactement, et puis on a vu l'émergence donc, de la technologie des drones en Ukraine. Et puis on a vu qu'il y avait un usage fort, un usage potentiel dans justement le domaine civil, qui utilisait encore des technologies... des moyens lourds, des hélicoptères, des avions, pour assurer ces services de surveillance. Et là, vous avez dit des drones. Alors, dites-nous, on va parler des trois parties. Un mot d'abord sur ces drones. Est-ce que c'est des drones traditionnels avec des hélices ? Est-ce que c'est des drones avec des airs ? Enfin, voilà, racontez-nous que ce sont des drones longue portée. Longue portée, ça veut dire qu'ils peuvent couvrir des dizaines, des centaines de kilomètres. Exactement, des centaines de kilomètres. Donc, c'est des drones longue élongation, donc des petits avions de 3 mètres d'envergure à peu près. Des planeurs. Voilà, exactement, des petits planeurs. Avec décollage vertical, donc qui sont déployés depuis des stations au sol, des stations de recharge complètement autonomes, et entièrement pilotés à distance depuis notre centre opérationnel, de manière centralisée. Donc ça permet d'intervenir très rapidement. Et c'est vous qui les fabriquez ? On les fabrique nous-mêmes, exactement. On est 100% propriétaire de la technologie. D'accord. Donc on conçoit, on opère, fabriqué en France, oui, tout à fait. Et donc ça permet de maîtriser toute la chaîne de valeur, et puis donc d'opérer notre flotte de drones comme un véritable réseau. Alors, là aujourd'hui, ça veut dire recharge, donc moteur électrique. Vous n'avez pas imaginé des petits panneaux solaires pour les recharger, pour qu'ils volent un peu plus longtemps ? Ou alors la technologie reste encore améliorée ? Alors nous, ce qu'on fait, on a une approche un peu différente. On va plutôt faire un relais de drones. On a plusieurs drones embarqués dans nos stations qui vont pouvoir se relayer pour assurer un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur les zones sensibles. Alors ça, c'est donc la deuxième, c'est les stations au sol. C'est la taille d'un conteneur, c'est ça ? C'est ça, exactement. D'un conteneur maritime, c'est à peu près la taille. Et donc, cette station au sol, elle reçoit le drone, elle le recharge. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Comment ça se passe pour le recueil des données ? Alors ensuite, elle est connectée par Internet à notre centre opérationnel. On reçoit toutes les données en direct. Donc soit on assure uniquement le service de pilotage, soit on reçoit également cette capacité de surveillance, mais on peut aussi donner cette capacité de surveillance de manière complètement cryptée à des acteurs publics. D'accord. Pour qu'ils soient seuls à avoir accès à cette technologie et à ces flux vidéo. Et là, moi, je trouve que c'est l'une des forces de Rift. Je rappelle, vous venez de lever 4,6 millions d'euros pour déployer justement ce premier réseau d'intelligence aérienne. C'est cette plateforme logicielle qui va être... Parce que c'est bien beau de récolter des données, d'envoyer des drones, c'est déjà une belle performance technologique, mais si on peut en plus travailler les données, proposer l'application logicielle à vos clients, c'est le plus Exactement, donc on ne fournit pas que des images, on transforme l'observation en compréhension pour les forces de sécurité pour qu'elles puissent agir beaucoup plus efficacement sur le terrain.
Alors, aujourd'hui, vous visez quel type? Alors, on dit sur plusieurs centaines de kilomètres. J'imagine c'est pour surveiller des rails, enfin voilà, des voies, enfin SNCF ou d'autres compagnies, parce que le but n'est pas de travailler seulement en France, mais le but c'est ça, c'est des sites industriels, des voies de chemin de fer. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs cas d'usage. Hein. Il y en a un. Je peux prendre l'exemple des feux de forêt. Hein. Il y a plusieurs milliers de départs de feu en France chaque année. Hein. Rien qu'en France. Et donc là, on va être capable d'assurer une veille continue d'un espace naturel, exactement. Son container, mais il y a un autre qui a pris le relais. Il y en a un autre qui prend le relais, exactement, qui détecte les départs de feu et ensuite guide les sapeurs-pompiers vers ces départs de feu pour les éteindre le plus rapidement possible avant qu'ils deviennent incontrôlables. Un seul drone, c'est quelle superficie il peut couvrir à peu près? Il peut couvrir à peu près 300 km. Ah oui, donc, donc vraiment, voilà, il peut même passer d'une station à une autre pour couvrir encore plus de territoire. Vous avez déjà, bon, évidemment, des clients qui Alors, tout à fait, oui, on travaille avec l'État. Hein, sur des cas d'usage plutôt de surveillance maritime, et ensuite avec des gestionnaires d'infrastructures comme Natran, qui est le plus gros gestionnaire de pipeline gazier en France, plus de 33 000 km. Et donc nous, on va fournir un service pareil de veille proactive des infrastructures pour aller détecter les menaces, par exemple des engins de chantier qui vont se rapprocher de ces infrastructures et qui peuvent les endommager et créer des dégâts considérables. Et vous, c'est votre plateforme logicielle qui se charge juste, je suis voilà, cet opérateur de pipeline, c'est moi ensuite qui vais gérer la data, c'est vous qui, ou alors vous avez vous-même votre proposition de traitement de données alors ça dépend verticale complètement. On est capable de faire de la détection automatique de véhicules, typiquement d'engins de chantier, comme je le disais dans l'exemple des pipelines. Donc on peut faire le traitement de la donnée qu'on fournit à nos clients, ou sinon on peut complètement dissocier l'opération de pilotage du drone. On fournit que le pilotage et ensuite on laisse les forces de sécurité publique accéder à cette donnée pour la traiter comme ils le souhaitent. Et alors je lisais là dans tous vos documents, réseau d'intelligence aérienne souverain et partagé entre États, parce que votre objectif c'est ça. Startup, c'est assez ambitieux, mais il faut en avoir de l'ambition. Votre idée c'est ça, c'est pouvoir rayonner. C'est vraiment de déployer un réseau de stations de drones stratégiquement positionné pour couvrir l'ensemble du territoire européen. Et offrir donc des capacités aériennes, donc de surveillance souveraine, et de ne pas dépendre donc de puissances étrangères qui peuvent être moins respectueuses des libertés. Deux dernières questions. La première, quand on fait appel à RIF, c'est un service global ou alors on va acheter les drones, on doit acheter les stations? Comment ça se passe? Ou alors est-ce qu'on dit moi je veux 20 drones, 4 stations de recharge et puis voilà je paye as a service? Oui, tout à fait. On propose un modèle intelligence as a service. Donc les clients ne font pas l'acquisition de drones, ils recrutent pas ou forment pas de pilotes, ils souscrivent à une capacité de surveillance, un peu comme on souscrit à un réseau mobile ou à du cloud. Donc ça permet à nos clients d'accéder à une capacité sans gros investissement initial. Et ensuite, ils peuvent déclencher donc l'envoi d'un drone lorsqu'ils en ont besoin dans les moments les plus critiques. Eh bien, merci Daniel Neff d'être venu nous parler de la société Rift, donc opérateur de drones, mais pas seulement, station de recharge, la partie logicielle qui est la partie importante. Je pense que souvent les opérateurs de drones perdent peut-être de la valeur sur leur solution n'ayant pas cet aspect logiciel. Vous l'avez avec Rift, et fondé en 2023, et déjà vous commencez le lever de 4,6 millions d'euros et plus de 50 embauches prévues d'ici 2027. D'ici 2027. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Allez, rendez-vous avec la rédaction de Tech & Co. C'est tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Voilà, tout de suite la rédaction de Tech & Co avec Raphaël Raffray. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Frédéric. Bienvenue dans l'équipe de Tech & Co. Raphaël, journaliste à la rédaction de Tech & Co. Alors ce soir, on voulait revenir sur un événement de la semaine qui a été assez fort, la panne massive de Cloudflare, qui a touché une grande partie du web mardi et dont la cause semble avoir été décelée, un gros fichier qui aurait grossi, qui aurait tout bloqué. Oui, tout à fait Frédéric. Tout est parti d'un petit grain de sable. C'est une simple modification dans la base de données qui a doublé la taille d'un fichier utilisé pour gérer habituellement les bots. Alors en réalité, cette modification n'a rien d'extraordinaire, mais elle a créé plusieurs doublons dans les entrées des fichiers, faisant exploser la taille de ce même fichier. Et là, tout s'enchaîne, ce fichier est devenu trop lourd et automatiquement, il est envoyé sur toutes les machines du réseau.
logiciel chargé de réguler le trafic le lit, mais il n'est pas conçu pour gérer un fichier aussi gros. Il se fige et la panne se propage comme une traînée de poudre. Donc c'était pas une cyberattaque, on a cru une cyberattaque. Absolument pas, les ingénieurs ont même craint une cyberattaque massive, un DDoS, mais après des vérifications, ce n'était pas le cas, c'était tout simplement, Cloudflare le confirme, 100% technique et 100% interne. Et très vite, les équipes ont donc identifié le bug. Ils ont stoppé la propagation du fichier défectueux et l'ont remplacé par un fichier un peu plus sain. Mais il faudra donc plusieurs heures avant le retour à la normale pour que le réseau entier absorbe le correctif. Oui, que ce bug soit corrigé. Et alors, c'est quand même une panne qui soulève beaucoup de questions de souveraineté. Il y a eu AWS il y a 3 semaines qui a bloqué des sites. Et là, parce que Cloudflare, il faut le rappeler, c'est plein de gros sites qu'on utilise assez régulièrement qui ont été bloqués. Donc là, on a cette question sur la souveraineté. Effectivement, oui, tout à fait. Il y a cette question sur la souveraineté. Cette coupure, elle relève bien d'une dépendance inquiétante à quelques acteurs clés, souvent étrangers lorsqu'on est en Europe. Elle fait écho, comme vous l'avez dit, à la panne d'octobre avec le cloud de Microsoft et d'Amazon qui ont perturbé l'ensemble des jeux vidéo, avec le commerce également et les transports. Et elle rappelle aussi finalement l'importance d'une souveraineté numérique européenne parce qu'un acteur américain qui stoppe ses activités, c'est des millions de fichiers et des millions de personnes dans le monde qui sont impactées. Mais ne vous inquiétez pas, l'Europe semble y réfléchir, alors même que le couple franco-allemand veut relancer le numérique dans le vieux continent. C'est un chapitre qui est déjà prêt à être écrit. Eh bien, merci d'être venu nous rassurer, je ne sais pas, mais en tout cas nous expliquer cette panne. Cloudflare, Raphaël Raffray, journaliste à la rédaction de Tech & Co. Tous ces sujets à retrouver, bien entendu, sur le site Tech & Co. Allez, tiens, on va parler start-up avec nos invités suivants. Tech & Co, la quotidienne, les invités. La banque des startups LCL avec son directeur Fabrice Marcella. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Frédéric. Merci d'être avec nous, donc directeur de la banque des startups à LCL, qui accompagne, qui incube beaucoup de startups dans tout un tas de domaines. On y revient dans un instant. Et justement, 2 d'entre elles sont avec nous. Romain. Antoine. Voilà, c'est Romain Serre, donc CEO de Tilt Energy. On est dans le pilotage de la consommation électrique. Et Antoine Petre, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Antoine qui dirige, porte-parole Europe de OneFlash pour la recharge mobile en libre service. On va revenir vers vous dans un instant. Rappelez-nous, Fabrice, en quelques mots, l'accélérateur, l'incubateur de LCL. Voilà, c'est pour donner sa chance, accompagner ces startups dans beaucoup de domaines. Alors, tu parles d'incubateur, mais en fait, on est plus une banque qu'un incubateur. Oui. C'était mon ancien métier. Aujourd'hui, en fait, la banque des startups, elle vise à financer des startups plutôt B2B, de la phase d'amorçage à la phase d'expansion. Mais elle vise aussi à accompagner l'entrepreneur dans ses projets perso. Et peut-être ce qui se rapproche plus de l'incubateur et qui était aussi mon ancien métier, c'est d'aller chercher des services un peu extra-bancaires que j'appelle Startup Success, qui visent à répondre à toutes les questions du comment qui empêche de dormir l'entrepreneur la nuit. Donc plein de services autour de l'accompagnement de ces entrepreneurs dans la réussite de leurs projets. On est dans les startups qui sont en early stage ou qui ont déjà un peu... Oui, en fait, on démarre très tôt. On démarre bien souvent après une première levée de fonds auprès de Business Angel, au moment où on a ce qu'on appelle l'adéquation produit-marché, une première preuve de traction. Puis après, on va jusqu'à l'accompagnement, même à l'international. Donc vraiment, on est sur les... Ça va être quoi l'indicateur de se dire, tiens, ça y est, la naissance a bien commencé. La naissance s'est bien déroulée. C'est une très bonne question. Qu'est-ce qui fait qu'en tant que banquier, à un moment donné, on se dit, tiens, la boîte est crédible, on va commencer à y mettre un peu d'argent. Mais en fait, on va surtout déjà regarder l'entrepreneur, son track record, quels sont les business angels qui l'accompagnent, qui sont ses associés. Est-ce que la start-up, d'ailleurs, est accompagnée ou pas par un incubateur ? Je suis bien placé pour dire qu'après 10 ans, d'ailleurs, de Village by SEAC, une start-up qui est bien accompagnée a 2 fois plus de chances d'exister à 5 ans. C'est aussi des éléments qualitatifs qu'on va étudier à un moment où on a peu de chiffres, finalement, pour décider. Donc, on va être plus dans une information qualitative qu'on va retravailler pour pouvoir prendre une décision et de financer la start-up. Un peu comme le ferait un business angel, j'allais dire. Oui, alors, et puis, évidemment, plusieurs domaines couverts, la santé, l'IA, la fintech, l'ESG. Et là, justement, on va parler énergie avec Romain. Donc, Romain Serre, CEO de Tilt Energy. Alors, évidemment, on aime bien la flexibilité énergétique en ce moment, se dire, tiens, là, il y a un pic de charge, là, il y en a moins, et on va essayer de gérer tout ça. Et c'est ce que vous avez mis en place, c'est une plateforme logicielle, c'est ça, Tilt Energy, pour piloter cette consommation électrique. Alors, pas chez nous en tant que particulier, mais expliquez-nous, parce que les industriels font déjà ça. Mais voilà, qu'est-ce que vous proposez de différent ? Exactement, vous êtes très bien informés, les industriels font déjà ça depuis un certain temps. Et donc le but de Tilt Energy, c'est de ramener cette technologie de flexibilisation de la consommation chez des systèmes qu'on appelle décentralisés, plus petits, des pompes à chaleur, des voitures électriques, du stockage. Et donc aujourd'hui, c'est un très bon exemple, puisque c'est un jour qui est tendu, il fait froid. Et donc ce qu'on a fait chez Tilt Energy, c'est qu'on a dispatché des signaux sur plus de 1000 sites tertiaires partout en France,
pour essayer d'équilibrer un peu et d'éviter le pic justement qui pourrait arriver. Oui, quand on parle des sites tertiaires, vous avez déjà des clients, hein, oui, tout à fait. On a déjà plusieurs clients. Alors, il y a un client qui est sur un site qui est très connu, qui s'appelle Carrefour, qui c'est justement pour réguler la consommation dans ces magasins. Et on a d'autres clients aussi maintenant, puisque grâce au soutien de nos financeurs, on part à l'étranger avec des premiers clients en Suisse, par exemple, pour financer notre expansion. Et qu'est-ce qui va faire que Carrefour va préférer passer par vous que par des outils enfin, GTB, la gestion technique des bâtiments? Voilà. Alors, en fait, les GTB, c'est nos partenaires. On va venir se connecter à ces GTB Hypervision et on travaille main dans la main avec ces gens-là. C'est vraiment tripartite. Il y a le consommateur qui doit travailler avec nous, mais aussi la GTB pour pouvoir piloter les actifs, puisque les GTB, en général, font un très bon travail en local. Et notre but à nous, c'est de leur amener des signaux qui sont ceux du réseau, ceux de tension, ceux de prix de l'électricité, pour être sûr que le client minimise sa facture. Il y a un fort aspect réglementation dans votre univers. Est-ce que voilà, faut se soumettre à ces règles pour les déployer? Le marché est très régulé de l'énergie, et donc le rôle typiquement que nous on a d'agrégateur et d'opérateur d'effacement, c'est un rôle certifié par RTE, par le réseau de transport d'électricité par du coup l'ensemble de la chaîne, on va dire, classique de l'énergie, qui est quand même un secteur très régulé. Et donc, je dis créé en 2023, il y a une levée de 5 millions d'euros, c'était au printemps, c'est ça? Et exactement, levée de 5 millions d'euros au printemps, qui nous permet de faire grossir les équipes, puisque maintenant on est quasiment une vingtaine basée à Paris, et de commencer l'expansion en allant dans d'autres pays que la France. Alors, on va revenir avec vous dans un instant. Antoine Petre, donc là, on est dans le OneFlash, c'est la recharge mobile en libre service, en fait, déjà présent aussi dans des... Alors, c'est pour les aéroports, les gares, les centres commerciaux. Exactement. Je crois qu'il y en a déjà dans des magasins Ikea, dans des magasins Decathlon. Tout à fait, Ikea, Leroy Merlin, dans le retail. Donc, le principe, c'est cette borne, enfin, c'est un grand meuble avec des recharges. C'est des stations de batterie externe pour téléphone. C'est assez simple sur le côté utilisateur. Je vais pouvoir scanner mon QR code, prendre une batterie, la redéposer où je veux dans le réseau OneFlash. L'intérêt pour nos clients B2B, c'est surtout de pouvoir générer de la fidélisation, de pouvoir créer aussi de l'expérience client. On essaie de créer le plus gros réseau européen d'énergie nomade, ce qui fait que la mobilité est la clé de ce qu'on va proposer à nos clients, pour en fait, in fine aussi, apporter ce côté un peu green qui fait que on va limiter l'achat de batteries externes individuelles et proposer un réseau partagé pour qu'on puisse la prendre à l'aéroport de Marseille, le déposer à Amsterdam, la prendre à Ikea, la déposer dans le centre commercial Westfield et faciliter vraiment, au même titre qu'un Vélib, la mobilité énergétique. Ça veut dire que l'utilisateur, il reste à côté de son... C'est vraiment une batterie externe qu'il garde avec son... D'accord. Voilà, il la garde avec son téléphone. Ah d'accord, oui, c'est-à-dire on la prend, une batterie externe. On poursuit sa balade dans le magasin. Exactement. Ce qu'on a à faire. D'accord, on reste pas scotché devant la borne. C'est ça, en fait, on essaie de remplacer ce qui existait, les casiers que vous connaissez peut-être. Nous, on va essayer de créer vraiment cette mobilité pour augmenter le temps passé, améliorer l'expérience client, créer de l'engagement, créer de l'activation digitale. Et sur le business model, c'est Ikea, Decathlon, enfin si c'est de là, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Je crois qu'il y a l'aéroport de Marseille aussi. Exactement. Oui, ils sont incentivés. Par exemple, l'aéroport de Marseille, dans la pyramide de Maslow, l'énergie et la charge téléphone est aussi importante que le Wi-Fi. Donc en gros, pour créer de la mobilité au sein de l'aéroport, créer de la génération de valeur pour le travel retail, très important de pouvoir être mobile et de ne pas rester assis à sa chaise. Qu'est-ce qui devient compliqué une fois qu'on a mis tout ça en place? Voilà, on a ces batteries, c'est tout neuf, c'est bien. Et puis peu à peu, il y a une batterie, quelqu'un part avec, il y a une batterie qui chute, qui casse, il y a certains qui prennent un peu moins soin de la batterie. Comment ça se passe un peu toute cette partie maintenance? Vous avez touché le cœur du réacteur, j'en profite pour remercier Jérémy Perronneau qui est notre CEO, qui fait en sorte que le taux de service soit à 99%, qu'on puisse suivre exactement où sont les batteries pour que nos stations soient avec un taux de disponibilité à 95%, ce qui fait que toutes nos stations sont à minima remplies de 95% des batteries et de faire en sorte que les batteries soient toujours au bon endroit pour que nos clients soient satisfaits et que sur le mapping, par exemple, des stations qui sont présentes sur notre application, je puisse savoir que je puisse aller chercher des batteries chez Ikea et potentiellement la redéposer chez Metro. D'accord. On est bien d'accord, lui, le client, c'est un service en plus offert par le prestataire. Voilà. C'est vraiment un modèle B2B où c'est Ikea qui va pour son parcours digital, son expérience client et attirer ses clients, générer du trafic, proposer ce genre de service pour aussi apporter l'innovation et faire en sorte qu'une batterie plate ne rompe pas le moment dans le magasin. Fabrice, ces deux exemples, ça illustre quoi par rapport à la mission de la Banque des Territoires? Alors, ça illustre toute la dynamique qu'il y a aujourd'hui sur la Green Tech, la banque des startups. En tout cas, ça illustre la dynamique qu'il y a actuellement sur les startups Green Tech. Green Tech, c'est 2900 startups, c'est un des secteurs qui se développe le plus rapidement, et le segment de l'énergie en particulier, parce qu'on est tous finalement très dépendants de l'énergie, à la fois effectivement les usines et le monde des pros, mais nous à titre particulier, on est ultra connectés. Et qu'est-ce qui me fait rester dans un magasin?
tu as raison de dire que c'est à la fois l'énergie que j'ai sur mon mobile et il faut aussi Internet. Donc les deux combinés, et il me manquait aujourd'hui la possibilité de pouvoir recharger simplement. Donc les deux combinés me permettent de rester un peu plus longtemps. Juste sur cette partie de pilotage de la consommation électrique pour stabiliser quelque part, vous allez participer aussi à stabiliser ces systèmes électriques aujourd'hui. J'imagine l'ambition de Tilt Energy, c'est pas uniquement la France, c'est être présent partout. Là aujourd'hui, vous avez déjà lancé des lignes à l'étranger en démarrant par l'Europe. Exactement, notre but c'est de devenir vraiment leader en Europe de l'Ouest notamment, puisqu'il y a pas mal de synergies entre les pays qui sont frontaliers, des systèmes qui vont être similaires dans tous les cas, il y a des réglementations un peu différentes, donc il faut s'adapter un petit peu, mais l'idée c'est justement de faire une société qui est européenne, fortement européenne, et qui permet aussi d'assurer une souveraineté en termes de contrôle, de s'assurer que la plaque européenne en fait est gérée de manière électrique, la partie électrique est gérée de manière uniforme en fait. Et c'est joué, tout à l'heure vous citiez Carrefour, c'est joué un peu l'effet enseigne, c'est-à-dire tiens on équipe un magasin Carrefour, puis après on va aller répartir ce Carrefour. Et c'est un peu ça l'idée. Hein. On parlait de résidentiel, de secteur tertiaire, c'est d'avoir un ricochet européen à travers les premiers clients que vous pourriez y avoir en France. Exactement. Et puis surtout pour nous, l'idée, ça va être aussi de contrôler différents types d'équipements au travers de la plaque européenne pour pouvoir soutenir le réseau, peu importe ce qu'il arrive. Donc ça peut être des batteries l'été quand il y a trop de panneaux solaires, mais ça peut être aussi des bâtiments l'hiver quand il faut réguler les tensions. Et donc l'idée pour Tilt Energy, c'est d'avoir vraiment une flotte la plus large possible pour permettre cette régulation en temps réel et stabiliser le réseau et du coup récompenser aussi nos clients puisqu'ils le font aussi pour une raison, puisque ça leur permet de diminuer leurs factures ou d'avoir de nouveaux revenus. Antoine Pêtre, juste un mot, comment on fait pour freiner son développement? Parce que votre produit, on a envie de l'installer partout, même nous ici, on pourrait en avoir au sein de BFM, dans toutes les entreprises, se dire, il nous faudrait 1000 commerciaux pour... comment vous faites aujourd'hui? Il faudra me donner le contact déjà pour BFM. Non, concrètement... Il faut savoir se concentrer sur des marchés qui sont avec des cas d'usage précis. Les aéroports, le transport, on vient de gagner la RATP, c'est des appels d'offres très structurants pour nous, de montrer qu'il y a aussi un besoin, qu'il y a un ROI pour des clients qui ont besoin de cette approche ROI. Donc je veux dire, c'est de se concentrer sur 6 secteurs qu'on a identifiés avec le cofondateur Lucas. Centres commerciaux, les gares, centres commerciaux, etc. Transport, des stades de foot, par exemple. On a le Stade de France, on n'en a pas parlé, mais c'est des endroits où le parcours utilisateur est très important. Donc on va dire la concentration, de savoir exactement choisir quels sont les bons marchés, de mettre toutes les informations dessus. J'ai des experts qui sont là pour adresser chacun de nos clients et d'y aller à fond et rendez-vous en 2030. 20 secondes pour conclure, Fabrice. Pour conclure, je trouve que les deux startups qu'on a aujourd'hui illustrent parfaitement toute la dynamique actuelle sur l'énergie et typiquement le type de startup que je souhaite accompagner avec la Banque des startups. Des startups qui ont cette portée nationale et internationale. Eh bien, merci à tous les trois. Fabrice Marcella, directeur de la Banque des startups by LCL. Romain Serre, donc Tilt Energy pour piloter la consommation électrique. Si vous avez des centres commerciaux, des entreprises, pour l'instant on cible gare, transport, mais ça peut donner des idées. Et Antoine Pêtre, pour OneFlash, les recharges mobiles et piloter la consommation électrique, c'est avec vous, Romain Serre de Tilt Energy. Merci de nous avoir suivis. Tech & Co, la quotidienne, c'est terminé. On se retrouve évidemment ce week-end, les replays, les podcasts, la chaîne YouTube, et nous on se retrouve lundi soir pour encore pas mal d'actualités high-tech. Je peux vous dire que je vois déjà les compteurs s'affoler sur tout ce qui se passe sur la planète tech avec une compagnie saoudienne, Humain en français. Bien, on va suivre ça avec Léa Benahimi. On vous en parlera lundi. Excellente fin de semaine sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne.